Sud Radio, la vérité en face, Christine Bouillot. Allez, vous continuez de nous appeler 0826 300 300 pour réagir également et évoquer le sujet avec notre invité. On est ravis de vous recevoir, docteur Amine Benyamina. Bonjour. Bonjour. Vous signez aux éditions Marabout, Addiction, manuel de premier secours. Les drogues sont partout. Passer au travers, j'avais envie de vous dire, une fois qu'on a lu tout ça, passer à travers toutes ces addictions, ça va des plus connues, tabac, alcool, et puis on va jusqu'aux écrans, mais au milieu, il y a quand même aussi des choses assez dangereuses. On se dit, ceux qui passent à travers les gouttes et les mailles du filet s'en sortent bien, mais comment font-ils ? Allez, on va envoyer un message optimiste. C'est la grande majorité qui passe au travers. On parle d'addiction. L'addiction, c'est une maladie chronique, invalidante, qui fait souffrir la personne et son environnement. Vous savez, on a une phrase classique, nos addictologues, on dit, lorsqu'une personne trinque, il y en a 5, qu'une personne boit, il y en a 5 qui trinquent. En vérité, on peut élargir ça à l'ensemble des addictions. Donc la grande majorité des Français peuvent expérimenter, peuvent consommer, peuvent abuser, mais les addictions, ça reste le culot du fond. Et le livre, il est fait pour l'ensemble des personnes, l'ensemble des Français. On leur explique comment s'évaluer, on a des cas, on explique le rationnel, on explique ce que la littérature dit, la science dit, et puis on donne des exemples. Donc, ne soyez pas effrayés, ne pensez pas que tout le monde est addict, mais ceux qui sont addicts trouveront aussi des solutions dans l'ouvrage que vous avez montré, évidemment. Ouais, les deux principales, les deux plus connus, dont on parle beaucoup, où il y a des campagnes de prévention de santé publique, c'est le tabac et l'alcool, évidemment. Le coût social, le coût économique, il est énorme. Il est colossal. D'abord, on va commencer par le coût humain. Tous les ans, le tabac et l'alcool, j'imagine vous parliez de ça, fait un Covid. 120 000 morts. Tous les ans. 42 à peu près l'alcool et entre 75 et 78 000 le tabac. Donc tous les ans, ce sont des produits licites, encadrés mais licites. Alors les campagnes, évidemment, elles sont différenciées. Le tabac, il y a une vraie mobilisation nationale et internationale. On a fait des choses remarquables. On a reculé la prévalence du tabac, les morts liées au tabac, et on a chassé le tabac de l'espace public. Oui, mais il y a d'autres substituts qui arrivent. Complètement. Il y a la nicotine, c'est très bien, la nicotine. Par contre, on a l'industrie du tabac qui s'est renouvelée à travers une industrie de la nicotine aussi. Il faut faire attention. Pas toutes, mais certaines. Ça, c'est important. Pour l'alcool, on est encore pas très bon. Sans dire mauvais, on est encore sur le balbutiement. C'est pas très clair. Les informations n'arrivent pas comme il faut. D'ailleurs, je le dis, je le répète, il n'y a pas la grande campagne que l'on devrait mettre en place qui concerne tout le monde. Il y a des niches. Et donc, on essaie de compenser les associations, les initiatives citoyennes comme le défi de janvier et le Dry January, que vous avez relayé largement à Sud Radio, je le sais. Donc ça, c'est pas mal. Mais l'État n'est pas encore au rendez-vous de la maturité des Français. Les Français sont mûrs sur le sujet. Oui, mais ils sont mûrs. Mais ce que vous dites également dans le livre concernant l'alcool, vous dites c'est aussi des moments plaisir. Donc, bien sûr. Tout est une question de curseur. Alors, on n'est pas là pour empêcher les Français de consommer de l'alcool ou de boire du vin, tout ça. On est là pour dire quels sont les effets et les personnes et les circonstances dans lesquelles les facteurs de vulnérabilité qui fragilisent peuvent peut-être vous amener à un moment ou à un autre à finalement sortir du sillon et souffrir d'un plaisir. Les addictions, c'est toujours du plaisir à la dépendance. Assez souvent, c'est souvent le système qui est à l'origine des addictions, c'est aussi à l'origine du plaisir. Le jeu, l'alcool, les boissons, le sucre, le sexe, c'est la même cible. Simplement, à un moment donné, ça nous échappe. Oui, ça nous échappe. Le regard de la société sur les addictions est assez terrible. Souvent, on assimile ça, à ce que vous dites, à une faiblesse personnelle. Oui. C'est une maladie. Je parle au psychiatre, là. C'est une maladie dont on connaît maintenant les ressorts, à la fois psychologiques et neurobiologiques. Alors, sur le plan neurobiologique, je ne vais pas lasser vos auditeurs, ça va être rapide. Il y a des zones dans le cerveau qui ont été identifiées de manière très claire, qui, stimulées par la prise de ces produits, va entraîner une espèce de prise de pouvoir, finalement, de notre capacité à nous abstenir. C'est ce qu'on appelle le système de récompense. Et comme son nom l'indique, il y a une vraie récompense à consommer ces produits. Il y a du plaisir et il y a une explosion de la dopamine, par exemple, pour faire court. Et ça, on le sait. Ensuite, ça ne suffit pas. Et il faut avoir les conditions psychologiques ou de caractère. Il y a des personnes qui aiment bien expérimenter les choses, qui aiment bien pousser les limites. On n'est pas tous égaux là-dessus. Et puis, il y a l'offre. L'offre,
Si vous habitez dans un endroit où il n'y a pas d'alcool, vous ne serez pas alcoolique, forcément. Si vous habitez c'est difficile d'échapper à l'alcool aujourd'hui. On est d'accord. Si vous habitez dans un endroit où il n'y a pas de cannabis, où il n'y a pas d'héroïne, il n'y a pas de médicaments, il y a détourné, ça vous sera difficile d'aller devenir addict. Donc c'est un concours de circonstances qui rassemble les 3 grands éléments des addictions, la personne, le produit et l'environnement. Ouais. Donc on est là-dessus. Est-ce que quand on perd une addiction ou qu'on s'en débarrasse, on la remplace par une autre? Pas forcément. Ce qu'on appelle l'overlap sur la théorie de... Non, pas forcément. En revanche, on peut avoir des profils de personnes qui, que je les ai un peu cités, qui ont besoin à la fois de s'exciter et de se sédater, qui peuvent passer d'un produit à un autre, l'essentiel étant de stimuler de se stimuler pour être à un niveau finalement, un niveau qui leur permette de se sentir bien. Il n'y a pas d'âge, vous dites, pour devenir addict. Alors par contre, il y a un âge à partir duquel on a de fortes chances de devenir addict et de fortes chances d'avoir des dommages liés à l'addiction. C'est ce qu'on appelle la précocité du contact et de la consommation. Toutes les études le montrent, et l'observation clinique, vous avez en face de vous d'abord un clinicien, c'est pas le professeur de médecine qui a écrit le livre, même si j'ai signé professeur Amin Benyamina, c'est l'homme de terrain, l'homme de terrain en contact, et qui a donné des clés à ceux qui n'ont pas encore osé pousser la porte des cabinets pour pouvoir trouver une solution pour s'en sortir. Il n'y a pas d'âge. En revanche, lorsqu'on consomme tôt, on l'a même expérimenté en laboratoire, on augmente ses risques de devenir dépendant. Et on a l'âge de 15 ans qui est clairement identifié dans les études. 15 ans. Ce qu'on appelle la précocité de la consommation. Et c'est eux qui peuvent probablement développer des maladies psychiatriques et même somatiques plus tard. Ça veut dire que la question de la santé mentale aussi intimement liée. On parle de santé mentale là aujourd'hui. On essaye d'en faire un grand plan national. C'est pas simple de trouver quelqu'un pour aller consulter. Tout est lié. Est-ce que l'État, la puissance publique, met véritablement les moyens pour lutter contre les addictions, ou est-ce qu'on est plutôt dans le curatif ? Pas suffisamment. Alors, la France a une grande qualité, c'est un pays où on fait de la médecine de très grande qualité. Mais on a on a les défauts de ces qualités et vice versa. On est très bon curatif, on n'est pas très bon préventif. Et je pense que le volet prévention n'est pas suffisamment porté. On n'est pas suffisamment porté. Et sur les addictions, c'est quand même un sujet particulier. On est à la fois sur de la santé, du social et du politique. Vous voyez, actuellement, les informations qui tournent autour des drogues, ce sont des informations, à juste titre, qui parlent de la répression et de la sécurité. Je pense que la seconde jambe a intérêt à vite arriver. Alors, vous êtes le président de la Fédération française d'addictologie, je le précise, aussi le président du réseau de prévention des addictions. Donc, vous avez une vue à 360 et sur le plan également international. Vous passez en revue à peu près toutes les addictions. On a parlé de l'alcool, du tabac, on va parler du cannabis aussi, on parle de la cocaïne, on parle des médicaments, on parle aussi de ces nouvelles drogues. Et on pense notamment, parce qu'en ce moment, il y a une commission d'enquête parlementaire sur TikTok qui se met en place, qui parle donc des écrans, de nos enfants, de nous-mêmes. Les écrans, c'est si grave que ça ? Alors vous savez que j'ai remis un rapport avec au président de la République, parce que j'ai présidé la commission écran. C'est pas si grave. Mais c'est un fait de société dans lequel il va falloir se reprendre en main. La technologie qui est à l'origine de ce phénomène qui nous concerne tous, puisqu'on l'a tous sous la main, est arrivée il y a 20 ans. Et en 20 ans, on a explosé sur le plan technique les performances. Et on a oublié qu'on avait aussi derrière cela une véritable industrie de la captation qui s'est mise en place. Ce qu'on appelle l'économie de la captation à travers les algorithmes, à travers les plateformes. Et nos jeunes sont meilleurs que nous. Et donc, étant meilleurs que nous, ils ont été la cible finalement de cette industrie. L'idée, ce n'est pas d'évacuer les écrans. Ça nous a aidés. Le Covid nous a permis de rester ensemble. Ça a permis de réduire les inégalités sociales et territoriales. Il faut réguler. Il faut repartir sur les bornes d'âge. Comment vous faites pour réguler les écrans ? C'est de l'autodiscipline. C'est un mouvement social et sociétal. Tout le monde doit prendre conscience. Les parents, quand on a écrit ce bouquin, quand on a remis ce rapport, on les a écoutés, on les a auditionnés, on a auditionné la société, on a auditionné les jeunes. Il y a comme si on était un déclencheur d'une prise de conscience générale. Vos collègues journalistes, mes amis, mes collègues médecins me disaient « mais c'est vrai que moi aussi j'ai ce problème à la maison ». Moi, à titre personnel, je me suis appuyé sur mon programme, sur mon rapport que j'ai montré pour montrer en mon dernier qu'il était temps peut-être de lâcher. Et je n'ai pas encore gagné. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience.
de remettre à sa place cet outil qui est utile, qui ne devienne pas un outil qui nous annihile et qui nous colonise. Il ne faut pas le rejeter, il faut le réguler. Allez, on continue cette conversation avec vous, docteur Amine Benhamina, qui sortait ce livre, Addiction, le manuel de premier secours. Trouvez la force de vous libérer. Juste après la pause, on va justement regarder comment ce livre est très bien fait, parce que vous donnez il y a des quiz, vous donnez des éléments, de quoi mesurer sa propre dépendance, parce qu'il y a aussi la dépendance au sport, c'en est une. Est-ce que c'est si grave que ça d'ailleurs? Mais ça fait partie des choses sur lesquelles on peut s'interroger. Puis vous pouvez nous appeler ou poser une question à notre invité au 0826 300 300. Vous savez, vous avez la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la vérité en face, Christine Bouillot. Et vous nous appelez, vous n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions à notre invité. Addiction, manuel de premier secours, signé aux éditions Marabout par le professeur Amine Benhamina. C'est un manuel de survie, mais aussi pour trouver la force. Je voulais qu'on fasse un chapitre avec vous, parce que la question du cannabis aujourd'hui, on voit les ravages en termes de sécurité. Aujourd'hui, ce combat avec les narcotrafiquants de la société face à ce qui est en train de se passer, cette société qui n'arrive pas à trouver la parade pour lutter contre ce trafic de cannabis. Vous dites clairement dans votre livre, il faut ouvrir le débat clairement et nettement sur la légalisation du cannabis. Oui, parce que je pense que il faut faire une politique de réduction des risques pour nos jeunes. Le problème, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les jeunes qui consomment des produits fortement dosés, dangereux, de manière précoce. Il y a, tout le monde le sait, il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas se cacher, il y a des adultes qui vont bien, qui consomment du cannabis, mais qui alimentent ce trafic. Il est utile comme l'ont fait certains pays, mais le débat est ouvert. Hein. Moi, je veux bien qu'on ouvre. Peuvent consommer du cannabis, mais qui doit être certainement provisionné par l'État. Voilà. Parce que certains disent, ceux qui sont contre la légalisation du cannabis, disent c'est la porte d'entrée pour d'autres consommations. Mais vous dites déjà la première chose, c'est qu'en légalisant, on a un contrôle sur la qualité du produit. La qualité du produit, parce que c'est on le voit bien dans toute la littérature scientifique, le titrage et la qualité du produit est à l'origine de grosses maladies psychiatriques très dangereuses. C'est-à-dire la schizophrénie, les maladies, les troubles de l'humeur, les dépressions, et puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis c'est ce qui alimente finalement le réseau. Il y a une règle, la prohibition alimente le trafic. Regardez la prohibition de l'alcool dans les années aux États-Unis, ça a été terrible, c'est ce qui est à l'origine de la mafia américaine. Donc on a un élément pragmatique. Et il ne faut pas avoir de la morale derrière ça. Il y a un vrai problème de santé publique. À titre personnel, moi je ne suis pas là pour prescrire du cannabis, c'est ça, c'est pas le but. J'ai mis du temps pour arriver à ce constat. C'est ce qu'on appelle la politique de réduction des risques. Et ça a été l'élément qui a cheminé dans les esprits de nos collègues des autres pays et dans les autres États. Je sais que c'est un sujet inflammable. Moi je ne dis pas qu'il faut le faire comme ça. C'est pas le professeur Benhamina qui dicte les choses, c'est pas ça. Je dis qu'il faut ouvrir les débats. Et les Français sont tout à fait mûrs vis-à-vis de ce type de sujet. Et protéger, interdire, protéger les jeunes, protéger les personnes souffrant, les jeunes, les enfants, protéger les personnes souffrant de maladies mentales, et surtout casser le privilège, casser l'exclusivité finalement de la drogue par les trafics. C'est terrible, c'est ce qui se passe. Question toute simple, pourquoi n'y a-t-il pas des médicaments miracles pour lutter contre toutes ces addictions? À chaque addiction, son médicament, on se lève le matin, on prend un cachet comme quand on en a mal à la tête. Absolument. C'est une bonne question. Vous savez pourquoi? Parce que l'industrie pharmaceutique, qui comme vous le savez, est une industrie privée et qui investit beaucoup, mais qui va avoir un retour sur investissement, pour l'instant, n'a pas encore mis le paquet pour essayer de trouver des médicaments capables, évidemment, de lutter contre ce qu'on appelle le craving, c'est le point commun contre les addictions. Mais s'ils mettent le paquet, ils trouveront la solution, j'en suis convaincu. Et donc là-dessus, il va falloir leur donner envie aussi. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'ornière les problèmes d'addiction. Tous les Français ont un problème, que ce soit pour eux ou pour leur entourage, avec une addiction. Je ne comprends pas pourquoi on a un phénomène aussi présent avec peu de mobilisation à la fois politique, scientifique et sociétale. Le phénomène aujourd'hui chez les jeunes, chez les sportifs aussi par exemple, mais c'est la facilité déconcertante. Il n'y a pas une soirée où la cocaïne n'est pas présente dans la jeunesse française et la jeunesse européenne aussi. Aujourd'hui, vous dites la cocaïne de la poudre aux yeux. Ça vous affole? Ah ouais, on a triplé l'expérimentation de la cocaïne. Ce sont les dernières
données de l'EFDT, on a augmenté la qualité de ce qui se consomme et on a démocratiser finalement entre guillemets ce produit qui était plutôt un produit supposé être sulfureux, mais qui était aussi réservé à une certaine élite, une certaine classe sociale qui le consommait parce qu'elle avait les moyens de le payer et qui était au-dessus des lois. Voilà ce qui se passait il y a 20 ans. C'est pas le cas. Maintenant, hélas, on a des expérimentations de cocaïne chez des lycéens. Et là, c'est problématique parce que c'est quand même une addiction extrêmement difficile à prendre en charge, qui a encore joui d'une image positive qui est absolument faux. Et puis surtout, on a des profils de polyconsommateurs. C'est ça. La polyconsommation, plusieurs produits, ça rend plus difficile le repérage, plus difficile la prise en charge et plus difficile finalement la typologie des personnes qui consomment. Alors dans votre livre, professeur Benhamina, vous proposez donc des étapes pour aider. Déjà, il y a la première des choses, c'est qu'il faut évaluer sa consommation, à défaut de sa dépendance. Alors je donne les échelles, je montre, c'est important, c'est une photographie à partir de laquelle on commence à construire une relation empathique avec les patients. Moi je les accompagne dans ce livre. Quand vous le lisez, il est facile. D'ailleurs, c'est pas un livre de médecine. Non, c'est pas du tout. On est bien d'accord. C'est vraiment très grand public. Voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Parce que si j'étais seul sur la barque pour écrire ce livre, je pense que j'aurais fait un mauvais livre. Et je remercie d'ailleurs Marie-Pierre Samitier, Laura Zouili et Valérie Mété de m'avoir accompagné sur le bon chemin pour l'écriture de ce bouquin. Je vais vous dire, c'est un livre. Je m'adresse aux parents, dont je suis par exemple, mais aux parents, vous pouvez l'avoir et vous le laissez traîner sur la table du salon. Carrément, c'est le but. Et on peut feuilleter en fonction de ce qu'on recherche. Mais d'abord, vous dites auto-évaluez-vous. Absolument. Mais avec, on va dire, honnêteté. Vous savez, on a dans nos services, on a ce qu'on appelle les tests d'auto-évaluation au pied de l'hétéro-évaluation. Faites-le, c'est pas un problème. Mais les gens le font, ils le refont, ils finissent par voir un peu les choses du coin de l'œil, mais ils arrivent à se situer. Et ensuite, petit à petit, je discute avec eux avec ce livre et puis je les amène petit à petit à s'imaginer cette relation de soins. Ce n'est pas un livre qui traite, c'est un livre qui amène à se poser des questions et qui parfois peut peut-être aider les personnes, soit rapidement s'en sortir ou faire la démarche pour aller voir évidemment un médecin ou bien un soignant. Donc c'est extrêmement... Et puis on donne des cas, les gens s'identifient et puis on leur montre ce que la littérature scientifique montre. Vous dites aussi, et vous leur donnez des clés sur les échecs. Oui. Est-ce qu'un échec est un pas de plus la réussite de ce... Dans votre question, vous avez la réponse. Moi, j'appelle ça le réservoir à motivation. On a tendance à dire que le plus dur en matière d'addiction à arrêter, c'est le tabac. Ce qui est tout à fait vrai. C'est l'équivalent de l'héroïne, simplement. L'héroïne est moins présente que le tabac. Vous dites que le tabac, c'est plus difficile à arrêter que l'héroïne. C'est pareil. Kiff Borico. Simplement, on a moins d'héroïne qui circule que de tabac, quand même. C'est clair. Il suffit Alors, je leur dis, écoutez, allez, on y va. Il faut se relever. Tomber 6 fois, 7 fois, se relever. Et on pour recommence. Finalement, arriver à s'en sortir. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle motivationnel. Quoi qu'il en soit, parce qu'on arrive au terme de cette interview passionnante, en tous les cas, c'est terriblement pratique et terriblement... ça touche vraiment le cœur de notre société. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas rester seul. C'est le maître mot de ce que vous dites au bout du bout. Et puis, au bout du bout, il y a un point, addiction avec un point, on s'en sort. On s'en sort. On s'en sort. On pousse la porte de son médecin généraliste et on est honnête. Complètement. Et on dit, voilà, j'ai un problème, que ce soit avec l'alcool. Juste une dernière question. Les addictions, c'est plutôt masculin ou féminin ? Ah, c'est les deux. Il n'y a pas de... Longtemps. Alors, ça dépend des produits. Les femmes, évidemment, c'est vrai, hein, elles consomment beaucoup de médicaments. C'est comme ça. Détournés, comme le tramadol, tout ça. Et les hommes ont plus tendance à consommer de l'alcool et puis des produits comme ça. Et on s'alerte à partir du moment où on dépasse, on se dit, j'en ai besoin absolument pour passer ma journée. Alors c'est quoi le seuil Vous avez dit on dépasse. Dans votre esprit, vous pensiez de... Seuil d'alerte. Lorsqu'on est dépassé, moi je dirais. Quand on est dépassé. Quand on est dépassé. Merci infiniment, professeur Amine Benhamina. Donc, addiction, manuel de premier secours, c'est véritablement une boîte à outils, un décryptage boîte à outils. C'est aux éditions Marabout, ce livre qui va nous permettre de nous aider collectivement à sortir de toutes ces addictions qui aujourd'hui sont partout et sont un danger de santé publique et pour notre société. Merci infiniment. Dans un instant, c'est Gilles Gansman et Valérie Expert qui sont là pour les médias sur Sud Radio, avec Vanessa Zochetti, la directrice en chef de Madame Figaro, et également Olivier Rosenzweig, qui est réalisateur d'un documentaire sur le crash de la Germanwings sur RMC Découverte. C'est dans un instant après l'info sur Sud Radio. À tout de suite.